13 avril 1940. 13h47. Ofotfjord, Norvège. L'avion de reconnaissance du cuirassé HMS Warspite signale par radio un seul mot. Contact. Dans l'étroit fjord en contrebas, 8 destroyers allemands sont à l'ancre ou naviguent à vitesse réduite, leurs équipages encore sous le choc de l'attaque des destroyers britanniques 3 jours plus tôt, qui avaient envoyé par le fond 2 de leurs navires et en avaient endommagé 3 autres. Ils sont pris au piège. L'entrée du fjord est bloquée. Leurs réserves de carburant sont presque à sec. Leurs munitions s'épuisent. Leur navire de ravitaillement, le pétrolier Jan Velem, n'a réussi à transférer que des cargaisons partielles avant que la pression britannique ne le contraigne à jeter l'ancre. Et voilà qu'émerge de la brume grise de cet après-midi d'avril norvégien le cuirassé HMS Warspite, ses canons de 383 mm relevés, son escorte de 9 destroyers déployés en éventail en formation d'attaque. Le capitaine Zursee Erich Bey, qui commande la flottille de destroyers allemands depuis son navire amiral Z-21 Wilhelm Heidkamp, sait depuis le matin du 10 avril que ses bâtiments sont dans une nasse sans issue. On lui avait promis un soutien de la Luftwaffe qui ne s'est jamais matérialisé. On lui avait promis un ravitaillement arrivé en quantité insuffisante pour peser sur l'équation tactique. On lui avait assuré que les Britanniques ne risqueraient jamais une unité de surface majeure dans les eaux confinées de l'Ofotfjord, où les attaques de torpilles depuis la côte, les sous-marins ou les destroyers rescapés pourraient menacer jusqu'à un cuirassé. Les Britanniques ont pourtant pris le risque, que ce qui suivit au cours des 3 heures suivantes fut la destruction systématique de l'ensemble de la force de destroyers allemands à Narvik. 8 navires de guerre, représentant une fraction non négligeable de la flotte de surface de l'Allemagne, coulés dans les eaux grises d'un fjord norvégien bien au-delà du cercle polaire, leurs équipages nageant dans une eau assez glaciale pour tuer un homme sans protection en quelques minutes. Nous étions le 13 avril 1940. La guerre durait depuis 8 mois, et l'Allemagne, qui n'avait perdu aucun engagement militaire d'envergure depuis le début de la campagne, s'apprêtait à découvrir que la Norvège n'était pas la Pologne, que les fjords n'étaient pas la plaine polonaise, et que la mathématique de la guerre navale en eau close ne favorise pas celui qui s'y présente sans préparation pour un combat de longue durée. La logique stratégique qui a poussé l'Allemagne vers la Norvège au printemps 1940 n'était pas une invention de Hitler, même s'il s'y rallia avec l'enthousiasme qu'il portait à toute idée, flattant son instinct pour l'audace et la surprise. C'était la logique du minerai de fer. En 1939, l'Allemagne consommait environ 15 millions de tonnes de minerai de fer par an provenant de sources suédoises, principalement des mines de Kiruna et Gällivare dans le nord de la Suède. Ces gisements comptaient parmi les plus riches d'Europe, produisant un minerai dont la teneur en fer atteignait 60 à 70%, soit un taux bien supérieur à la plupart des autres sources accessibles à l'industrie allemande. Ce minerai n'était pas seulement utile à la marge, il était vital au sens absolu. Sans lui, la production d'acier allemande chuterait d'environ 11 millions de tonnes par an. Une réduction qui, en quelques mois, dégraderait la production de l'industrie de l'armement nécessaire au maintien de la capacité opérationnelle de la Wehrmacht. Les chars, l'artillerie, les navires, les avions, les douilles d'obus, les wagons de chemin de fer, les éléments de pont, tout ce que la machine de guerre allemande consommait en quantité industrielle exigeait de l'acier, et une part substantielle de cet acier exigeait du minerai suédois. L'Allemagne était parfaitement consciente de cette dépendance, ce qui en faisait une vulnérabilité stratégique, et non un simple fait logistique, tenait à la géographie. Durant les mois d'été, le minerai suédois pouvait être expédié directement par la mer Baltique vers les ports allemands, une route située intégralement dans des eaux que la puissance navale et aérienne allemande pouvait protéger contre les interventions britanniques. Mais la Baltique gelait en hiver. Dès lors,
le minerai devait transiter par rail depuis les mines suédoises vers l'ouest jusqu'au port norvégien de Narvik, situé sur la côte nord-ouest de la Norvège, bien au-delà du cercle polaire arctique, là où le Gulf Stream maintenait le port libre de glace toute l'année. Depuis Narvik, les minéraliers descendaient vers le sud, le long de la côte norvégienne, rasant le littoral et empruntant le passage intérieur des eaux territoriales norvégiennes, les Leads, où les navires de guerre britanniques ne pouvaient légalement intervenir sans violer la neutralité de la Norvège. Cette route permettait d'acheminer environ 9 millions de tonnes de minerais vers l'Allemagne entre octobre et avril. C'était la colonne vertébrale logistique de la capacité industrielle allemande pendant l'hiver. Winston Churchill, premier lord de l'amirauté depuis septembre 1939, avait compris dès le début du conflit que cette artère était une vulnérabilité que la Grande-Bretagne avait le droit et l'obligation d'attaquer. Depuis novembre 1939, il pressait le cabinet de guerre d'autoriser le minage des eaux norvégiennes afin de forcer les minéraliers vers les eaux internationales où la Royal Navy pourrait les intercepter. Le cabinet hésitait. La Norvège était neutre. Violer cette neutralité, même pour imposer un blocus naval légal, risquait de jeter la Norvège dans les bras de l'Allemagne et de détruire l'autorité morale dont Londres dépendait pour s'attirer la sympathie des neutres à travers le monde. Le débat s'éternisa tout l'hiver, tandis que le minerai continuait d'affluer vers le sud pour alimenter l'industrie allemande. Ce que ni le cabinet britannique ni Churchill lui-même n'avaient pleinement mesuré, c'est que le haut commandement de la marine allemande, l'Oberkommando der Marine, sous les ordres du grand amiral Erich Raeder, pressait simultanément Hitler de s'emparer purement et simplement de la Norvège. L'argument de Raeder était stratégique et urgent. Si la Grande-Bretagne minait les Leads, l'Allemagne perdrait la route d'hiver du minerai. Si les Britanniques allaient plus loin en occupant la Norvège, l'Allemagne perdrait cette route de façon permanente, verrait toute la côte norvégienne devenir une base navale britannique et se retrouverait dans une position où la Royal Navy pourrait menacer non seulement le transport du fer, mais toute la Baltique, coupant ainsi la voie d'été directe. La mer du Nord deviendrait un lac britannique. La marine allemande, déjà inférieure en nombre à la Royal Navy pour les unités de surface, serait embouteillée dans ses ports d'attache. La campagne des U-Boot, principale arme offensive navale de l'Allemagne, dépendait de l'accès à l'Atlantique, lequel exigeait de pouvoir remonter vers le nord par des eaux qu'une Norvège sous contrôle britannique rendrait mortelles. Raeder défendait cette thèse depuis octobre 1939. Hitler l'écoutait avec un intérêt croissant. La décision d'agir fut accélérée par un incident survenu en février 1940, qui démontra de façon cinglante que la volonté britannique de violer la neutralité norvège, quand cela l'arrangeait, n'était pas que théorique. Le 16 février 1940, le destroyer britannique HMS Cossack pénétra dans les eaux territoriales norvégiennes dans le Jøssingfjord pour aborder le navire de ravitaillement allemand Altmark, qui transportait environ 300 prisonniers britanniques capturés sur des navires marchands coulés par le cuirassé de poche amiral Graf Spee. Les torpilleurs norvégiens qui escortaient l'Altmark tentèrent d'intervenir, mais le Cossack les ignora. Les marins britanniques prirent l'Altmark d'assaut, libérèrent les prisonniers et repartirent. Le gouvernement norvégien protesta. Le gouvernement britannique exprima ses regrets pour cette entorse technique à la neutralité, tout en soulignant que la libération de prisonniers britanniques d'un navire belligérant utilisant illégalement des eaux neutres justifiait l'action. Hitler lut les rapports sur l'incident de l'Altmark et en tira la conclusion vers laquelle il tendait depuis des mois. La neutralité de la Norvège était une fiction que les deux belligérants traitaient déjà comme provisoire. Si la Grande-Bretagne était prête à la violer par opportunisme, elle le ferait certainement de manière plus globale dès qu'une occasion stratégique se présenterait. L'Allemagne devait frapper la première, de manière décisive et simultanée, avant que les Britanniques n'établissent une position dont ils ne pourraient en plus être délogés. Et il autorisa l'accélération immédiate de la planification de l'opération Weserübung,
l'invasion de la Norvège et du Danemark. La date fut fixée au 9 avril 1940. Le plan opérationnel issu de la concertation de la Wehrmacht, de la Kriegsmarine et de la Luftwaffe était d'une audace que les planificateurs militaires de l'époque considéraient avec un mélange d'admiration et d'effroi. Ils prévoyaient des débarquements amphibies simultanés dans 6 ports norvégiens majeurs répartis sur toute la longueur d'un littoral s'étirant sur près de 2000 km, d'Oslo au sud jusqu'à Narvik au nord, lors d'une seule opération coordonnée lancée avant l'aube du 9 avril. La Royal Navy, force navale la plus puissante des eaux européennes, devait être engagée et, selon les espoirs allemands, neutralisée par la surprise, par le soutien aérien de la Luftwaffe et par l'idée calculée que des navires de surface allemands opérant dans les fjords, appuyés par des tubes lance-torpilles et des défenses côtières, pourraient en compenser l'avantage britannique en unités lourdes. Le plan exigeait une synchronisation parfaite. La Kriegsmarine devait acheminer des forces de débarquement sur 6 sites distincts, tout en restant assez cohérente pour repousser la Royal Navy. La Luftwaffe devait assurer une couverture aérienne au-delà du rayon d'action habituel de ses appareils basés au sol. L'armée de terre devait sécuriser les centres de population et les aérodromes en quelques heures, avant que la résistance norvégienne ne s'organise. Enfin, le Danemark, qui contrôlait l'accès terrestre à la Norvège et les aérodromes du Jutland méridional, indispensables à la Luftwaffe, devaient être saisis simultanément et sans résistance réelle, ce que les planificateurs jugeaient probable vu la géographie indéfendable de la péninsule danoise. Ils eurent raison pour le Danemark. Ils se trompèrent, en partie, pour le reste. Narvik occupait dans la planification allemande une position à la fois critique et exposée. C'était la cible stratégique prioritaire, car c'était le port du minerai, la raison d'être de toute l'opération. C'était aussi la cible la plus périlleuse sur le plan opérationnel, car c'était la plus éloignée d'Allemagne, située au fond d'un fjord de 200 km où la Royal Navy pouvait s'engager en force et d'où aucune retraite rapide n'était possible. De plus, les troupes allemandes qui y seraient débarquées n'avaient aucune perspective réaliste de renfort par mer une fois l'opération lancée et la pression navale britannique intensifiée. La force chargée de prendre Narvik était la 3e division de montagne sous les ordres du général Edward Dietl, un national-socialiste convaincu et un chef de guerre de montagne réellement compétent qui allait avoir besoin de tout son savoir-faire dans les semaines à venir. La force navale transportant les éléments de pointe de Dietl se composait de 10 destroyers sous le commandement du commodore Friedrich Bondt, transportant 2000 soldats en plus de leurs propres équipages. L'amiral Raeder comprenait que cette force représentait une part immense de la puissance totale des destroyers allemands et qu'elle serait pratiquement sacrifiée une fois Narvik atteinte, car leur ravitaillement pour le retour dépendait de l'arrivée du pétrolier Jan Velem avec des stocks de carburant suffisants. Une éventualité que la planification avait traitée avec plus d'optimisme que ne le permettait la logistique. Les destroyers allemands atteignirent Lofotfjord avant l'aube du 9 avril dans des conditions que le commandant de la garnison norvégienne, le commodore Per Askim, décrivit plus tard comme presque surnaturelles par leur timing. Une neige épaisse tombait. La visibilité était quasi nulle. Les navires allemands progressèrent dans le fjord, dans l'obscurité et sous la neige, dépassant devant les batteries côtières de Ramnes et Amnes, qui auraient dû les engager mais ne le firent pas, et devant les navires de défense côtière norvégiens Norge et Eidsvold au mouillage pour une patrouille de routine. Ce qui se passa à bord de l'Eidsvold donna le ton de la journée. Le commandant Willoch de l'Eidsvold répondit à l'approche des destroyers allemands en envoyant une vedette torpilleur avec un officier à bord pour exiger une identification. L'officier fut reçu sur le destroyer allemand Bernd von Arnim et fut informé sans détour que les navires allemands comptaient entrer dans Narvik pour l'occuper. On lui précisa que cela pouvait se faire pacifiquement ou par la force. Il fut renvoyé faire son rapport à Willoch à Dama, donc officier de marine norvégien ayant prêté serment de défendre la neutralité et l'intégrité territoriale de son pays
et qui comprit parfaitement le message. Willock rejeta l'ultimatum allemand et tira une fusée éclairante, le signal convenu pour l'ouverture des hostilités. Le destroyer allemand répliqua par un tir immédiat de torpille. Leitzwold explosa et coula en quelques minutes. Sur un équipage de 182 hommes, 8 survécurent. La même scène se répéta quelques minutes plus tard avec le Norge, qui refusa lui aussi de se rendre et fut torpillé, sombrant avec 101 de ses 191 marins. Ces marins norvégiens, qui n'avaient aucune chance réelle face à des destroyers modernes dans le noir et la neige du port, auraient pu se rendre, être faits prisonniers et survivre. Ils choisirent de se battre et moururent dans les eaux glacées de leur propre port. Leur sacrifice fut le premier acte sérieux de résistance norvégienne, et il était caractéristique de ce que les Allemands allaient trouver tout au long de la campagne. Un peuple qui, face au choix entre l'accommodement et le refus, choisissait le refus plus souvent qu'on ne l'imaginait. Narvik même tomba en quelques heures. La ville disposait d'une garnison d'environ 450 soldats du 13e régiment d'infanterie sous les ordres du colonel Konrad Sundlo, un officier dont les sympathies politiques allaient au parti de l'Union nationale de Vidkun Quisling, le mouvement fasciste norvégien en contact avec les autorités allemandes avant l'invasion. La réponse de Sundlo au débarquement allemand ne fut pas la résistance mais la reddition, un acte pour lequel il serait plus tard traduit devant un tribunal militaire norvégien en exil. Les soldats norvégiens sous ses ordres ne partageaient pas tous sa passivité. Beaucoup s'échappèrent de la ville pour gagner les montagnes environnantes, où ils finiraient par rejoindre les forces alliées et continuer le combat sous les ordres du général Carl Gustav Fleischer. Ce dernier, commandant les forces norvégiennes dans l'extrême nord, allait se révéler un adversaire bien plus redoutable que ne l'avaient anticipé les planificateurs allemands. La chute de Narvik le 9 avril fut rapide et sembla totale. Elle ne fut ni l'un ni l'autre. Dans les montagnes entourant la ville, dans les vallées reliant l'intérieur de la Norvège à la frontière suédoise, dans les villages de pêcheurs le long du fjord, la guerre commençait à peine. Les pertes de la Kriegsmarine débutèrent presque immédiatement. Le commodore Bond avait réussi à débarquer les troupes de Dietl, mais les opérations de ravitaillement du Jan Velem avançaient bien plus lentement que prévu. Le pétrolier ne possédait que 2 tuyaux, et ravitailler 10 grands destroyers prenait énormément de temps. Au soir du 9 avril, seuls 5 des 10 navires avaient reçu assez de mazout, et la situation était aggravée par les dégâts subis par plusieurs bâtiments lors des combats dans le port, ainsi que par l'épuisement des équipages en poste depuis 36 heures. Bond ancra ses navires dans les approches du fjord et dans le port, postant des patrouilles en attendant une amélioration météo. Il savait que des forces navales britanniques étaient dans les parages, sans savoir précisément où. Non, il ignorait que 5 destroyers britanniques, sous les ordres du capitaine Bernard Warburton Lee, pénétrèrent déjà dans Lofotfjord dans l'obscurité précédant l'aube du 10 avril, profitant de la tempête de neige pour progresser à vive allure le long du chenal nord, vers le port de Narvik. La première bataille de Narvik, qui débuta à 4h30 le 10 avril, fut une catastrophe pour les deux camps, en ce sens que chacun subit des pertes imprévues. Mais ce fut un désastre disproportionné pour l'Allemagne. Les 5 destroyers de Warburton Lee attaquèrent en 3 vagues, coulant 2 destroyers allemands, dont le navire amiral de Bont, le Wilhelm Heidkamp, tuant le commodore lui-même, et en endommageant 3 autres. Ils coulèrent également 6 navires marchands dans le port, dont des cargos transportant des munitions et des vivres dont la garnison allemande aurait désespérément besoin par la suite. Lors de leur retrait du fjord, les forces de Warburton Lee tombèrent sur les 5 destroyers allemands qui étaient restés ancrés plus loin dans les bras du fjord et qui surgirent pour leur couper la retraite. Dans le combat tournant qui suivit, le HMS Hardy fut coulé et le HMS Hunter perdu. Warburton Lee lui-même étant mortellement blessé à bord du Hardy, alors que celui-ci s'échouait. Les HMS Hotspur, Hostile et Havoc réussirent à s'échapper malgré les dégâts. Warburton Lee reçut la Victoria Cross à titre posthume,
la première de la Seconde Guerre mondiale. Il était entré dans le fjord en connaissant les risques et avait infligé des dommages qui allaient peser sur toute la suite de la campagne. Et les 5 destroyers allemands, ayant intercepté son retrait, avaient survécu à l'attaque initiale, mais ils opéraient désormais dans un fjord dont la Royal Navy pouvait bloquer l'entrée, avec trop peu de carburant pour des opérations prolongées, sans espoir de renfort, et face à une flotte britannique qui se renforçait au fur et à mesure que de nouvelles unités étaient envoyées vers le nord. Les 3 jours séparant la première de la seconde bataille de Narvik furent consacrés au bilan côté allemand et aux préparatifs côté britannique. Le général Dietl consolidait son emprise sur la ville et ses environs, intégrant les 1700 marins rescapés des destroyers coulés à ses forces terrestres, leur distribuant des fusils et les postant en défense dans les montagnes et le long des rives du fjord. Cette intégration improvisée de personnel naval dans l'infanterie de montagne n'était pas idéale, mais elle augmenta significativement les effectifs de combat de Dietl et témoigna de la souplesse tactique que les commandants allemands durent souvent improviser au cours de cette campagne. Dietl observait aussi sa situation logistique avec une inquiétude croissante. Les navires marchands coulés par Warburton Lee transportaient des stocks considérables de munitions et de fournitures. Le reste du ravitaillement destiné à Narvik se trouvait sur des navires qui n'étaient pas encore arrivés et qui, vu la présence navale britannique, risquaient de ne jamais arriver. Dietl envoya des messages radio urgents au groupe d'armée 21 à Oslo pour clarifier les délais de ravitaillement. Les réponses qu'il reçut furent, rétrospectivement, c'est plus optimiste que ne le permettait la réalité du terrain. La seconde bataille de Narvik, le 13 avril, ne fut pas une bataille au sens conventionnel du terme. Ce fut une exécution. L'amiral Whitworth s'était vu confier le HMS Warspite, un cuirassé de la Première Guerre mondiale modernisé qui restait une unité redoutable, escortée de 9 destroyers. Il reçut l'ordre de pénétrer dans Lofotfjord pour achever la force de destroyers allemands. L'avion Swordfish du Warspite, lancé avant l'entrée dans le fjord, repéra et coula le sous-marin allemand U-64 en chemin, le premier U-boot coulé par un avion pendant la guerre, et signala les positions des destroyers restants. Whitworth s'engagea dans le fjord en sachant parfaitement à quoi s'attendre. Les destroyers allemands n'avaient plus d'options défensives viables. Les gens, ils avaient en consommé l'essentiel de leur mazout dans de brèves manœuvres tactiques au cours des 3 jours précédents. Leurs munitions étaient au plus bas. Ils n'avaient aucune couverture aérienne. La Luftwaffe, qui avait promis son aide, ne pouvait atteindre Narvik qu'à la limite extrême du rayon d'action de ses appareils, et la météo, comme la situation tactique de ce 13 avril, interdisait toute intervention efficace. 1 à 1, les destroyers allemands se battirent jusqu'à épuisement de leurs munitions ou jusqu'à être coulés, puis s'échouèrent volontairement pour éviter que leurs équipages ne se noient. Certains marins gagnèrent à la rive et rejoignirent la garnison de Dietl. D'autres n'y parvinrent pas. Lofotfjord était assez froid en avril pour tuer un nageur en quelques minutes. En milieu d'après-midi, l'Allemagne n'avait plus aucun destroyer à Narvik, plus de carburant, plus de navires de ravitaillement en approche, et une garnison de 4 à 5 000 hommes, soldats et marins de fortune, tenant une ville au fond d'un fjord contrôlé par la Royal Navy. Nous étions au-delà du cercle polaire, en avril, dans un pays où la neige recouvrait encore les montagnes et où la température chutait bien en dessous de 0 chaque nuit. Le premier échec de Hitler n'était pas une défaite catastrophique, au sens où le seraient les suivantes. Narvik n'était pas retombé aux mains des Norvégiens. Dietl tenait toujours la ville, mais la logique stratégique qui avait poussé l'Allemagne vers la Norvège, le fer, à l'accès naval et le refus de base aux Britanniques, avait déjà engendré des conséquences que la planification initiale n'avait pas totalement anticipées. La réaction alliée à l'invasion allemande fut confuse, reflétant les problèmes structurels de la coalition franco-britannique au printemps 1940. Le cabinet de guerre britannique, qui débattait de la politique norvégienne depuis des mois et avait finalement autorisé le minage des eaux le jour même du lancement de l'invasion allemande, se retrouva à gérer de front une campagne navale dans Lofotfjord, un corps expéditionnaire pour Narvik,
et une campagne terrestre totalement distincte plus au sud, autour d'Åndalsnes et Namsos. Là, les forces britanniques et françaises tentèrent de secourir l'armée norvégienne qui luttait pour tenir le centre du pays face aux troupes allemandes débarquées à Oslo et Trondheim le 9 avril. La campagne du Sud fut un désastre dès le départ. Les troupes britanniques débarquées à Åndalsnes étaient équipées et entraînées pour une guerre européenne classique, pas pour combattre dans la neige profonde face à un ennemi maître du ciel norvégien et recevant des renforts constants par Oslo. La domination de la Luftwaffe dans le centre de la Norvège ne devait rien au hasard. La prise de l'aérodrome de Sola près de Stavanger et de celui de Fornebu près d'Oslo dès le 9 avril avait donné à l'Allemagne des bases opérationnelles d'où bombardiers et chasseurs pouvaient atteindre le théâtre d'opérations centrales sans difficulté. Or, les troupes alliées n'avaient aucune couverture aérienne digne de ce nom et subissaient des attaques incessantes qui désorganisaient le ravitaillement, détruisaient le matériel et minaient le moral d'unités qui s'attendaient à une guerre au sol et se retrouvaient à lutter pour leur survie face à une menace aérienne imparable. Début mai, la décision fut prise d'évacuer totalement les forces du Sud. L'Allemagne contrôlait désormais tout ce qui se trouvait au sud du cercle polaire. À Narvik, la situation était différente. La situation navale, si catastrophique pour l'Allemagne lors des batailles des 10 et 13 avril, offrait au corps expéditionnaire allié ce qui lui manquait partout ailleurs. Une logistique maritime sécurisée. La Royal Navy était maîtresse de Lofotfjord après le 13 avril. Les navires de ravitaillement pouvaient atteindre les abords de Narvik sous escorte. C'était la garnison de Dietl qui était isolée, pas les Alliés. La force terrestre alliée se regroupant autour de Harstad, base principale du nord de la Norvège, comprenait l'infanterie régulière britannique, des légionnaires français, des chasseurs alpins et les forces norvégiennes du général Fleischer, qui connaissaient parfaitement le terrain et harcelaient efficacement les Allemands depuis des semaines. Les effectifs alliés, cumulés, atteignirent environ 24 000 hommes face aux quelques 5 000 hommes de Dietl. La topographie des environs de Narvik, vallées étroites, rives escarpées et neige épaisse, rendait toute offensive extrêmement difficile, mais le nombre et la logistique ne jouaient pas en faveur de l'Allemagne. Lord Cork, commandant britannique, et Fleischer savaient que le temps travaillait pour eux. La garnison de Dietl ne recevait rien par mer. Le pont aérien de la Luftwaffe pouvait livrer quelques munitions et matériel spécialisé, mais ne pouvait pas faire vivre 5 000 hommes indéfiniment. La position allemande n'était pas désespérée dans l'immédiat, mais elle était structurellement intenable si la pression alliée se maintenait. La campagne alliée pour reprendre Narvik fut marquée par une hésitation et un manque de coordination qui exaspérèrent les commandants norvégiens et les officiers alliés les plus combatifs. Lord Cork, pour la marine, voulait attaquer tout de suite, convaincu que les défenses allemandes étaient au plus fragiles que ne le pensait le général Mackenzie, commandant de l'armée de terre. Ce dernier refusait d'engager ses troupes dans un assaut qu'il jugeait insuffisamment préparé, invoquant la neige, le manque d'artillerie, l'inadaptation des péniches de débarquement pour les fjords et le manque d'expérience de ses hommes en conditions arctiques. Les débats entre Cork et Mackenzie durèrent des semaines, un temps que la situation stratégique globale ne pouvait finalement pas se permettre. Les forces norvégiennes de Fleischer, qui n'avaient aucune patience pour ces palabres, continuèrent de presser le périmètre allemand avec la détermination d'hommes défendant leur propre sol, infligeant des pertes constantes à Dietl et forçant les Allemands à étirer leurs maigres effectifs sur de multiples positions. La Luftwaffe tenta plusieurs fois d'intervenir pour soutenir Dietl, et menant des missions de bombardement à longue distance contre les navires et les dépôts alliés vers Harstad, coulant plusieurs navires et causant de sérieuses perturbations. Mais elle restait incapable de fournir un appui aérien rapproché continu, capable de renverser l'équilibre au sol. À Narvik, et c'était unique dans toute la campagne de Norvège, la présence navale alliée et l'éloignement des bases aériennes allemandes permettaient un certain équilibre aéronaval qui n'existait nulle part ailleurs dans le pays. Le 28 mai 1940,
19 jours après le lancement de l'offensive allemande à l'ouest, qui avait balayé les Pays-Bas et la Belgique, alors que l'armée française était en passe d'être anéantie et le corps expéditionnaire britannique acculé sur les plages de Dunkerque, les Alliés s'emparèrent enfin de Narvik. L'assaut fut une véritable opération interarmes, de celles qui faisaient l'objet de débats houleux entre commandants alliés depuis des semaines. Les forces norvégiennes de Fleischer attaquèrent par le sud et l'est, fixant les défenseurs allemands et empêchant tout renfort latéral. Les légionnaires français et les troupes polonaises, ces dernières s'étant échappées de Pologne en septembre précédent pour reformer leurs unités en France, traversèrent le Rombach-Fjord sous le feu de la marine lors d'un assaut nocturne qui réussit à créer la surprise tactique, malgré le crépuscule de l'été arctique qui rendait l'obscurité purement théorique. La défense allemande de la ville s'effondra quelques heures seulement après la traversée du fjord. Dietl retira ses forces survivantes vers l'est, le long de la voie ferrée, en direction de la frontière suédoise. Ce 28 mai 1940, Narvik était aux mains des Alliés. C'était le premier succès terrestre d'envergure pour le camp allié depuis le début du conflit. Il avait fallu 7 semaines, la destruction de 10 destroyers allemands, la mort de centaines de soldats norvégiens, britanniques, français, polonais et allemands, ainsi que l'absorption de ressources navales et aériennes que la Grande-Bretagne pouvait difficilement se permettre de sacrifier, alors que toute la situation stratégique en Europe occidentale s'écroulait à une vitesse que personne, dans aucun camp, n'avait pleinement anticipée. La reconquête de Narvik ne dura que 9 jours. Le 7 juin 1940, les forces alliées évacuèrent totalement la Norvège. Cette évacuation n'était pas une décision militaire, dictée par la situation locale, mais un choix politique et stratégique imposé par la situation globale. La chute de la France n'était plus une hypothèse débattue par les états-majors, mais une réalité en cours d'exécution. La percée blindée allemande à Sedan, le 14 mai, l'encerclement des forces alliées en Belgique, l'évacuation de 338 000 soldats britanniques et français à Dunkerque entre le 26 mai et le 4 juin, ces événements avaient si radicalement transformé le paysage stratégique que la campagne du nord de la Norvège, quels que fussent ses mérites locaux, était devenue hors sujet. Londres avait besoin de chaque soldat évacué de Dunkerque pour défendre son propre territoire contre une invasion qui semblait imminente. Les troupes de Narvik furent rappelées pour la même raison. On ne pouvait les abandonner en Norvège pour y être détruites, isolément, alors que commençait la bataille pour la survie de la Grande-Bretagne. L'évacuation fut menée avec efficacité, dans des conditions extrêmement précaires. Les troupes furent rembarquées sur les navires qui attendaient dans le fjord. L'essentiel du matériel lourd dut être abandonné sur place, faute de temps. Le gouvernement norvégien, le roi Haakon VII et le cabinet partirent avec la flotte d'évacuation pour établir à Londres un gouvernement en exil qui y resterait 5 ans. Le général Dietl, qui avait passé 9 jours dans les montagnes à l'est de Narvik, à recevoir des rapports indiquant que la ville conquise en avril était désormais aux mains des Alliés, se retrouva à rentrer dans Narvik le 9 juin 1940 sur les talons des Alliés en retraite. Non, Hitler lui remit la croix de chevalier, le décrivant comme le héros de Narvik et le premier général allemand de la guerre. Une image largement enjolivée par la propagande, étant donné que Narvik avait été perdu pendant 9 jours et n'avait été récupéré que parce que les Alliés avaient choisi de partir. Le chemin de fer du minerai reprit du service. Les convois de fer recommencèrent à transiter vers le sud par les Leeds. L'objectif stratégique de la campagne de Norvège, celui que Raeder avait exposé à Hitler en octobre 1939, était atteint. L'Allemagne contrôlait la Norvège. La route du fer était sécurisée. Le littoral norvégien, de Narvik à Stavanger, offrait des bases de sous-marins et d'aviation qui étendaient le rayon d'action allemand dans l'Atlantique Nord, ni ce qui allait avoir des conséquences décisives sur la bataille de l'Atlantique en 1940 et 1941. À l'aune de ces résultats, la campagne de Norvège était un succès stratégique allemand. Le prix payé n'était pas négligeable, mais il était jugé acceptable par le haut commandement allemand au regard des gains obtenus. Ce prix méritait pourtant un examen plus approfondi
que ne le suggérait le bilan immédiat. La Kriegsmarine avait perdu 10 destroyers coulés à Narvik, soit environ la moitié de l'effectif total de l'Allemagne dans cette catégorie. 3 croiseurs, dont le croiseur lourd Blücher, coulé dans l'Oslofjord par les batteries et torpilles côtières norvégiennes le 9 avril, avaient été perdus ou gravement endommagés. Le cuirassé de poche Lützow, torpillé par un sous-marin britannique, resterait hors de combat pendant des mois. Les croiseurs légers Köln, Königsberg et Karlsruhe avaient été coulés ou mis hors service par l'action navale et aérienne britannique. Au total, les pertes de la Kriegsmarine durant la campagne de Norvège retirèrent du service des bâtiments que l'Allemagne ne pouvait pas remplacer rapidement. Ils allaient cruellement manquer à l'été 1940, lorsque l'invasion de la Grande-Bretagne, l'opération S'élever, exigerait une flotte de surface capable de protéger les convois d'invasion dans la Manche contre la Royal Navy. Le grand amiral Raeder, présentant à Hitler l'évaluation de la situation navale en juillet 1940, fut contraint de conclure que les forces de surface disponibles étaient insuffisantes pour une traversée contestée. L'Allemagne ne disposait plus que d'un croiseur lourd, 2 croiseurs légers et 4 destroyers opérationnels. En face, la Grande-Bretagne alignait 5 cuirassés, 11 croiseurs et 30 destroyers dans ses eaux territoriales. L'équilibre naval que la campagne de Norvège était censée améliorer s'était en réalité dégradé. Les navires perdus dans les fjords ne pouvaient être remplacés à temps pour les opérations dans la Manche et les survivants étaient trop peu nombreux pour défier la Royal Navy. S'Élevé ne fut jamais lancé. Les raisons en sont multiples et le débat entre historiens sur le facteur décisif dure depuis 8 décennies. Mais les pertes navales subies à Narvik et ailleurs en Norvège rendirent une opération déjà quasi impossible, catégoriquement irréalisable. Le minerai de fer que l'Allemagne était venue sécuriser en Norvège continua de couler, mais les volumes ne furent pas aussi stables que prévu. La présence navale alliée en mer du Nord, ou qui avait justifié l'opération norvégienne, ne fut pas éliminée par l'occupation allemande. La Royal Navy maintint un blocus qui interceptait les minéraliers tentant d'emprunter les eaux internationales, les forçant à revenir dans les leads intérieurs où la navigation était plus lente et de plus en plus vulnérable aux attaques aériennes au fil de la guerre. Le Coastal Command de la RAF, puis la Fleet Air Arm, menèrent des opérations de minage le long des côtes norvégiennes qui perturbèrent les calendriers de transport et coulèrent de nombreux navires. Les marins de la marine marchande norvégienne, qui refusèrent presque unanimement de servir sous contrôle allemand, privèrent l'occupant des équipages qualifiés nécessaires au transport efficace du minerai. La flotte marchande norvégienne, 4e mondiale en 1940, se plaça sous le commandement du gouvernement en exil à Londres et navigua pour les Alliés, offrant à la Grande-Bretagne une capacité de transport qui compensa en partie les pertes dues aux U-Boot dans l'Atlantique. La neutralité de la Norvège était une ressource que l'Allemagne avait détruite en s'emparant de ses ports et de son littoral. Le calcul du bénéfice stratégique net était bien moins positif que ne le laissait paraître le défilé de la victoire à Narvik. La portée plus large de la bataille de Narvik se jouait à plusieurs niveaux que le résultat militaire immédiat ne permettait pas de saisir. Ce fut le premier succès terrestre allié d'importance, la preuve que les forces allemandes pouvaient être battues au combat par des troupes alliées lorsque les conditions étaient favorables. Les soldats norvégiens de Fleischer s'étaient engagés sans interruption contre la garnison de Dietl depuis le 9 avril, s'étaient bottatés battus avec une qualité et une ténacité qui contredisaient l'image d'une campagne de Norvège n'étant qu'une simple formalité pour les Allemands. Les unités de la Légion étrangère qui traversèrent le Rombak-Fjord sous le feu le 28 mai firent la démonstration de la capacité d'assaut dont les forces terrestres alliées auraient besoin pour le reste de la guerre. Les troupes polonaises de Narvik, des hommes qui avaient déjà vu leur pays tomber en 6 jours en septembre 1939 et qui savaient n'avoir nulle part où aller ni rien à perdre, se battirent avec une vaillance que les commandants alliés ne manquèrent pas de noter. Ces observations n'eurent pas de conséquences tactiques immédiates, car l'évacuation rendit les leçons de Narvik localement inapplicables.
mais elles alimentèrent la compréhension alliée de ce qu'était une opération interarmes contre des défenses allemandes préparées, une expertise qui serait appliquée avec d'autres moyens et à une toute autre échelle sur les plages de Normandie 4 ans plus tard. La campagne de Norvège offrit également, côté allemand, une leçon sur les capacités et les limites de la Luftwaffe qui allait influencer la pensée stratégique pour le reste du conflit. Le succès de l'aviation allemande dans le centre de la Norvège, où les Stuka et les bombardiers Heinkel avaient délogé les Alliés de leur position et rendu le ravitaillement par mer presque impossible, renforça Göring dans l'idée que la Luftwaffe pouvait accomplir des tâches impossibles pour les autres armes. Cette fois aveugle dans la capacité de l'aviation à suppléer l'infanterie ou la marine, fut à l'origine de plusieurs erreurs stratégiques ultérieures, comme la décision de laisser la Luftwaffe anéantir le périmètre de Dunkerque par les airs, plutôt que de laisser avancer les blindés du groupe d'armée A, le plan de bombarder la Grande-Bretagne pour la forcer à la reddition, ou encore la tentative de ravitailler la 6e armée à Stalingrad par les airs. La leçon spécifique de la Norvège était que l'aviation pouvait être décisive, là où les forces terrestres et navales adverses étaient inadéquates, mais que cette leçon ne se transposait pas au théâtre où l'opposition disposait de troupes solides et d'une marine capable de contester les routes maritimes. La Grande-Bretagne de 1940 n'était pas la Norvège de 1940. Les chefs de la Luftwaffe mirent environ 3 mois, au cours de l'été et de l'automne 1940, pour apprendre cette distinction à un prix exorbitant. Pour la Norvège elle-même, la campagne d'avril à juin 1940 ouvrit 5 années d'occupation qui marquèrent toute une génération. L'occupation allemande, administrée d'abord par la Wehrmacht, puis par une administration civile épaulée par la Gestapo et la SS, fut par certains aspects moins immédiatement brutale que celle de la Pologne ou de l'Union soviétique, mais elle n'en fut pas moins une suppression systématique de la vie nationale touchant toutes les strates de la société. L'appareil d'État fut placé sous contrôle allemand, Vidkun Quisling étant finalement nommé ministre-président en 1942, bien que le pouvoir réel restât aux mains du Reichskommissar Joseph Terboven. Les Juifs norvégiens, ainsi une communauté d'environ 2000 personnes, furent persécutés dès 1941, puis raflés en 1942 et déportés vers les camps d'extermination d'Europe de l'Est où la grande majorité fut assassinée. La résistance norvégienne, organisée en un réseau de plusieurs milliers de combattants actifs coordonnés avec le SOE britannique, mena des opérations de sabotage célèbres comme l'opération Gunnerside contre l'usine d'eau lourde de Vemork en 1943, qui perturba le programme de recherche nucléaire allemand en détruisant les stocks d'oxyde de deutérium que les scientifiques allemands jugeaient indispensables à leurs réacteurs. La volonté de résister du peuple norvégien, manifeste dès le premier matin de l'invasion lorsque les marins de Leidsvold et du Norge choisirent le combat plutôt que la reddition, ne disparut jamais tout au long de l'occupation, et même quand le prix à payer était l'emprisonnement, la torture ou l'exécution. Le minerai de fer, moteur de toute cette suite d'événements, demeura l'ironie centrale de la campagne. La production d'acier allemande, que la campagne devait protéger, fut effectivement maintenue tout au long de la guerre à des niveaux exigeant le minerai suédois. Le minerai continua de transiter par Narvik durant les années d'occupation, bien qu'en quantité inférieure au sommet d'avant-guerre à cause des perturbations causées par les Alliés, la résistance norvégienne et les dommages subis par la voie ferrée lors de sabotages réguliers. En 1944, alors que les bombardements alliés sur les infrastructures industrielles commençaient à dégrader systématiquement la capacité de production du Reich, le fer de Narvik n'était plus qu'un intrant parmi d'autres pour une industrie sidérurgique qui s'effondrait sous le poids des pénuries, des usines en ruine et de la désorganisation des transports due à la destruction du réseau ferroviaire allemand. La justification stratégique qui avait envoyé les destroyers allemands dans l'Ofotfjord avant l'aube du 9 avril 1940 s'effaçait non par la perte de la route du fer, mais par l'incapacité de l'industrie allemande à fonctionner, quels que fussent ses approvisionnements.
La campagne pour sécuriser le minerai avait réussi. La guerre que ce minerai devait soutenir était en train d'être perdue sur d'autres fronts. Le bilan humain de la campagne de Norvège ne fut pas aussi spectaculaire que celui des campagnes simultanées de France et de Belgique, mais il fut néanmoins considérable. Les pertes militaires norvégiennes lors des combats d'avril, mai et juin 1940 s'élevèrent à environ 1800 morts et plusieurs milliers de blessés, un tribut lourd pour une nation de 3,5 millions d'habitants dont l'armée ne s'attendait pas à mener une guerre d'envergure sans un soutien allié plus rapide. Les pertes allemandes s'élevèrent à environ 5 300 tués et blessés, les pertes navales constituant la part la plus lourde de conséquences stratégiques. Les pertes britanniques et françaises, concentrées sur le théâtre sud et lors des actions navales autour de Narvik, se chiffrèrent en milliers, sans compter le personnel naval disparu lors des naufrages. Les forces polonaises qui combattirent à Narvik payèrent également un prix qui s'ajoutait à un bilan national déjà, depuis septembre 1939, parmi les plus disproportionnés de la guerre. Au monument aux morts de Narvik, où les montagnes surplombant la ville portent encore les stigmates des combats de 1940 dans un paysage qui change lentement sous ses latitudes arctiques, les noms des soldats norvégiens morts pour défendre une neutralité que leur pays avait maintenue pendant plus d'un siècle sont listés avec ce soin particulier qu'ont les petites nations pour chaque perte individuelle, car chaque perte y est ressentie différemment que dans les grands pays. Les marins de l'Eidsvold et du Norge y figurent, ces hommes qui tirèrent des fusées éclairantes dans l'obscurité du 9 avril, plutôt que d'amener leur pavillon devant des navires dont les équipages avaient déjà décidé de leur sort. Les chasseurs alpins norvégiens qui combattirent sous les ordres de Fleischer durant 6 semaines de printemps arctique y sont inscrits. Ces noms témoignent d'une qualité de résistance que le haut commandement allemand, qui avait planifié la campagne en supposant que la réaction militaire norvégienne serait brève et symbolique, n'avait pas pleinement prévu et ne reconnut jamais tout à fait dans ses évaluations d'après-campagne. Le char Tigre de Lezay reste un monument à la panne de carburant dans les Ardennes. Le destroyer allemand Z-21 Wilhelm Heidkamp repose au fond de Lofotfjord, à 60 mètres sous la surface, et dans une eau assez froide et sombre pour l'avoir préservé dans un état proche de celui de 1940, un monument au matin où la flotte de surface allemande commença son propre sabordage au service d'une campagne dont les coûts allaient dépasser les bénéfices. Les plongeurs qui ont exploré l'épave décrivent l'expérience de se mouvoir dans l'obscurité arctique du fond du fjord, les dégâts des torpilles qui l'ont coulé encore visibles sur la coque, les espaces intérieurs où le Commodore Bont fut tué encore identifiable par la configuration des compartiments. C'est là que s'acheva la première défaite navale allemande de la guerre, dans l'eau salée et glacée d'un fjord norvégien, au milieu des montagnes de minerais de fer qui avaient fait de Narvik un enjeu vital. Le minerai continua de transiter par Narvik pendant toute la guerre, et les destroyers qui transportèrent les soldats venus prendre la ville y sont restés pour toujours. Certains prix sont payés une fois pour toutes. D'autres sont payés à chaque fois que le bilan est dressé avec honnêteté. La bataille de Narvik fut la première défaite de l'Allemagne, une défaite que la chute ultérieure de la France occulta temporairement, une défaite dont le coût naval pesa sur l'été 1940 d'une manière que personne ne mesura pleinement sur le moment. Ce fut une défaite qui démontra que l'élan de l'audace stratégique allemande n'était pas inépuisable, qu'il pouvait être contré, égalé et inversé par des adversaires prêts à accepter le prix de la résistance sur des terrains et dans des conditions où cette résistance était possible. La Norvège a payé ce prix pendant 5 ans. Lofotfjord a gardé ses secrets dans ses eaux sombres. Et Narvik, qui avait valu 10 destroyers, 4 croiseurs, 5000 soldats et la dernière chance réelle pour l'Allemagne de gagner la guerre navale avant qu'elle ne devienne définitivement ingagnable, continua de produire du minerai de fer pour quiconque la contrôlait, indifférente au drapeau qui changeait au-dessus de son port.
le minerai se moque de savoir qui l'extrait. L'histoire, elle, se souvient du reste. Saviez-vous que Narvik fut la première véritable victoire terrestre des Alliés au cours du conflit? Dites-le nous dans les commentaires avec le mot « Evjord » si cette bataille a changé votre vision de ce qu'une défaite coûte réellement à une nation. Abonnez-vous si vous pensez qu'une histoire aussi précise mérite d'être partagée et aimez cette vidéo si vous estimez que les oubliés méritent qu'on se souvienne d'eux. De partager-la avec ceux qui pensent que la guerre à l'Ouest a commencé et s'est terminée à Dunkerque. Et maintenant, ne manquez pas la vidéo suivante.